Annonce d'entrée, Échanges culturels et linguistiques Québec. Alors, c'est notre petite compagnie à caractère, je vous dirais, familial, qui a été fondée il y a 28 ans maintenant par mon beau-père, Bertrand Lavoie, qui était enseignant et conseiller d'orientation au Collège Saint-Charles-Garnier et qui, au moment de sa retraite, quand il a vu que les écoles ne voulaient plus, avaient plus le temps de libérer des professeurs ou du personnel pour organiser des échanges pour les élèves de chaque école, a décidé de fonder sa propre petite compagnie qui propose aux écoles du Québec et en plus particulièrement de la région de Québec, puisque c'est la grande majorité de notre clientèle, de leur préparer ces échanges-là d'une façon un petit peu clé en main. OK? Alors, ça a débuté, donc je vous disais, à 28 ans. On a débuté avec le Mexique, et une école particulière avec laquelle on fait affaire encore. Et cette année, on fêtait puisque la compagnie a commencé il y a 28 ans, mais Bertrand, mon beau-père, avait commencé des échanges il y a 30 ans. Et on a souligné nos 30 ans cette année lorsque la responsable des échanges de cette école mexicaine est venue à Québec reconduire le groupe d'élèves qui sont ici en ce moment. Et on a souligné ça en disant que, bon, Anna Carmen, qui est la responsable des échanges, c'était elle, une des premières, qui a commencé les échanges avec son école mexicaine. Donc, c'était une belle occasion pour mon beau-père et ma belle-mère, qui sont les fondateurs donc, de cette compagnie. Et nous, mon épouse Paul et moi, qui avons pris le relais en 2012, de pouvoir souligner cet événement-là. Alors, comme vous le voyez, nous proposons deux destinations d'échange. Une destination vers le Mexique, qui est celle qu'on fait déjà depuis, comme je vous disais tantôt, une trentaine d'années. Et on a rajouté il y a un peu plus de 5 ans maintenant, mais ça a été évidemment un petit peu interrompu à cause de la pandémie, vers la Catalogne, qui est, comme vous le savez, une région d'Espagne, la région de Barcelone. Alors, pourquoi on organise des échanges? Dans le fond, on veut vraiment habiliter les jeunes à jouer un rôle sur le plan international. Donc, vous allez voir tout à l'heure dans nos objectifs, il y a un objectif de langue, il y a un objectif également d'adaptation et d'intégration dans un pays différent, puis d'être le plus à l'aise possible finalement dans un pays différent, tout en parlant leur langue. Alors, les échanges internationaux, on les fait avec le Mexique, comme j'en ai parlé tout à l'heure, dans la région de Guadalajara, au Mexique, qui est une ville, qui est la deuxième ville en importance du Mexique, environ 5 millions d'habitants, l'agglomération, et qui est à peu près au centre-ouest du Mexique, donc pas au bord de la mer, mais tout près du plus gros lac du Mexique, le lac de Chapala, où habituellement quand mes beaux-parents y allaient, et y vont encore, c'est là qu'ils vont résider pendant une partie de l'hiver. Alors, c'est dans cette région-là, et l'école se trouve donc dans la ville de Guadalajara. Et également, donc, des échanges avec la Catalogne, avec l'Espagne. Et là, on se concentre, depuis qu'on a commencé avec eux, sur la région de Barcelone, pour la simple raison que la personne avec qui on a commencé à travailler pour ces échanges était à ce moment-là enseignant dans une école de la région de Barcelone. Alors, on continue puis à développer des choses un petit peu à la manière de nous. Avec le Mexique, c'est une seule école, donc on a affaire juste avec cette école-là. On en parlera tout à l'heure, qui est quand même assez grosse. Avec la Catalogne, l'Espagne, c'est plusieurs écoles, mais il y a une petite compagnie qui s'appelle Mélanger Échange, qui a été fondée il y a quelques années par notre partenaire, avec qui on a commencé alors qu'il était enseignant de français dans une école de la région de Barcelone, et qui fait un peu comme nous, c'est-à-dire qui a comme clientèle plusieurs écoles de la région de Barcelone pour participer à ces échanges-là. Alors, le but, évidemment, c'est de vivre ces échanges-là dans des familles. Alors, je regarde cette photo-là avec plaisir. Peut-être que Rachel aura du plaisir à la voir aussi, parce qu'elle connaît une des personnes qui est là-dessus. C'est quand mon fils a fait de l'échange il y a fort longtemps. Il est rendu à 32 ans maintenant. Vous voyez, il a l'air tout jeune, il en avait 16, donc ça fait 16 ans. Il est allé dans cette famille-là au Mexique, et on avait reçu le jeune homme qui est à gauche de la photo. On l'avait reçu, nous, également, donc 2 mois au départ. Donc, c'est un échange avec, évidemment, les jeunes sont hébergés dans des familles, et en échange, bien évidemment, les familles québécoises vont héberger le jeune avec qui il y a un échange. Il y avait une question, peut-être on peut déjà répondre. Oui, absolument. Donc, Madame Lachance, on vous écoute.
Madame Lachance, est-ce que vous aviez une question pour nous? On peut peut-être continuer, puis Alors, on va continuer. On aura l'occasion de répondre plus tard. Donc, échange au niveau d'une famille, dans une ville et dans des écoles. Alors, l'école avec laquelle on fait affaire au Mexique, c'est l'Instituto de Ciencias, donc l'école dont je parle depuis le début, qu'on connaît depuis 30 ans, qui est une très, très grosse école privée de Guadalajara, une école d'inspiration jésuite. Maintenant, il n'y a plus de jésuites que le directeur général, habituellement, qui est encore un prêtre jésuite. Les autres dans l'école sont habituellement des laïcs maintenant. C'est les mêmes, je dirais pas problématiques, mais la même situation qu'on peut vivre ici. Là, il y a de moins en moins de vocations. Alors, c'est une très, très grosse école qui a plus de 3000 élèves et qui part du préscolaire et qui s'en va jusqu'à ce qu'on pourrait appeler l'équivalent du cégep ici, donc qui est la préparatoire. Qui correspond ici, si vous voulez, aux 2 dernières années de secondaire, c'est-à-dire secondaire 4, 5, et une 6e année de secondaire qui correspond peut-être à une première année de cégep et qui prépare les élèves à aller à l'université. Et c'est dans cette section-là que nos élèves font l'échange. Depuis 3 ans maintenant, 2 ans, même en pleine pandémie, l'école a déménagé un petit peu à l'extérieur de la ville dans un campus qui est immense, qui n'est même pas complété, que moi, je n'ai pas eu encore le plaisir de visiter, mais que ceux qui m'accompagnent, ma conjointe Paul et mon fils Didier, ont visité quand ils sont allés chercher le groupe au Mexique l'année dernière. C'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. C'est un très, très beau campus. Et évidemment, les jeunes peuvent voyager soit en autobus ou soit avec les familles pour se rendre à l'école. Mais c'est un petit peu excentré par rapport au centre-ville de Guadalajara. Du côté de la Catalogne, de l'Espagne, ce sont des écoles publiques de la région de Barcelone. Alors, il faut savoir qu'en Espagne, un petit peu comme au Canada, certains États de l'Espagne, certaines, je ne sais plus comment ils les appellent là-bas, là, comme la Catalogne en est un. Alors, la Catalogne, un peu au modèle du Québec, a son propre gouvernement, sa propre assemblée législative, et comme le Québec, comme au Québec, ils sont responsables, le gouvernement catalan, de la santé et de l'éducation. Donc, les écoles de Catalogne relèvent du ministère de l'Éducation de la Catalogne. Là, vous avez une photo sur le PowerPoint que je présente qui représente la première école avec qui on a fait affaire, avec qui on fait encore affaire. Et c'était là qu'on a pu rencontrer donc mon partenaire de maintenant, Carles Lopez, qui était enseignant de français dans cette école, mais qui ne l'est plus maintenant. Et donc, la plupart des autres écoles, cette année, en ce moment, on a des jeunes qui sont en Espagne qui vont rentrer dans 10 jours et ils sont disséminés dans 10 écoles, toutes dans la grande banlieue de Barcelone. Il n'y en a pas une seule qui est en plein cœur du centre-ville, c'est plus un petit peu excentré, là. Elles sont dans des petites municipalités qui sont à l'extérieur de Barcelone. Maintenant, période du séjour. Alors, on a fait quelque chose depuis quelques années qui plaît à tout le monde parce que ça permet un peu de créer des places. Hein, parce que quand on a beaucoup de monde qui fait les échanges, des fois, on ne peut pas accueillir à la fois des Mexicains, des Espagnols, puis des fois, comme ça se passait dans le temps, d'autres nationalités. Donc là, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a dit, bon, les élèves mexicains vont venir au Québec en octobre-novembre, donc à l'automne. Et les élèves québécois vont aller au Mexique à l'hiver, en février-mars. Pendant ce temps-là, les élèves québécois à l'automne vont s'en aller en Espagne et les élèves espagnols, eux, vont venir profiter de notre bel hiver québécois. Alors, comme ça permet dans certaines écoles, dans la plupart des écoles, surtout quand il y a beaucoup d'élèves dans une école qui participent, de créer des places. Et puis bon, et c'est plus facile également pour nous de suivre parce qu'avec 2 groupes à l'extérieur, on aurait peut-être un petit peu plus de mal à suivre tout le monde, alors que là, c'est plus facile pour nous. Également, la petite différence, c'est que suite à des choses habituelles qu'on vit avec ces destinations depuis quelque temps, le séjour en Catalogne est un peu plus long que celui au Mexique. Donc, on a 8 semaines de séjour au Mexique et 8 semaines pour les élèves mexicains qui viennent ici. Et pour la Catalogne, c'est 10 semaines là-bas et 10 semaines à recevoir un élève espagnol ici. Hein? Les objectifs, évidemment, un des premiers, c'est apprendre la langue espagnole. Et tout de suite, je vais vous donner un petit, pas un gros, mais un petit bémol. Je vous parle depuis tout à l'heure de nos échanges qui se déroulent
dans la Generalitat, c'est comme ça qu'ils l'appellent, de Catalogne. Alors, en Catalogne, la Catalogne, c'est une province ou un État en Espagne qui est totalement bilingue, catalan et espagnol. Dans les écoles publiques, l'enseignement se fait dans les deux langues. Alors, certaines fois, il y en a qui ont plus de catalan, moins d'espagnol, etc. Et ça, évidemment, nous, on a mis les choses au point tout de suite avec Carles, le responsable là-bas. Nous, nos élèves vont en Espagne pour apprendre l'espagnol. Malheureusement, le catalan, malheureusement ou heureusement, je ne le sais pas, mais le catalan ne s'enseigne pas dans les écoles québécoises, pas plus d'ailleurs que dans les écoles françaises, belges ou autres. Donc, on a trouvé toutes sortes de choses pour permettre aux jeunes d'avoir un enseignement en espagnol. Pour ce faire, souvent, je ne trouve pas le mot français, en tout cas, on les met dans différents niveaux de classe sur les 4 années qu'il y a au secondaire pour qu'ils aient au moins 80-90% des cours qui leur sont dispensés en langue espagnole. Pourquoi je dis 80-90%? Parce qu'on s'entend bien que quand c'est des cours d'anglais, c'est pas plus grave que ce soit en catalan ou en espagnol. De toute façon, c'est des cours d'anglais. C'est quand il y a des cours d'éducation physique, faire de l'éducation physique en catalan ou en espagnol, il n'y a pas une grosse différence. Alors, c'est plus à ce niveau-là là, qu'on garde des choses. Mais je tiens à le dire quand même, parce qu'à chaque année, on a des remarques là-dessus, où des élèves arrivent dans l'école, puis là, il y a des gens qui parlent catalan, il y a des gens... Bon. Alors, sur le plan culturel, c'est très intéressant. Sur le plan de la langue, évidemment, ça demande des ajustements un petit peu. Les familles catalanes sont toutes à 99,9999% bilingues également. Et donc, ils parlent tous les deux langues. Et évidemment, quand ils reçoivent un élève de l'étranger, que ce soit comme, je ne sais pas, un anglais, un français, un hollandais, évidemment, c'est tout en espagnol que ça se fait dans la famille parce que comme dans ces pays-là, les jeunes viennent pour apprendre l'espagnol. Voilà. Mais c'est quand même une très belle destination, puis on le fait depuis 5 ans et les jeunes en général sont très, très heureux là, de leur séjour là-bas. Donc, apprendre la langue espagnole, évidemment, c'est le premier objectif. On dit s'initier et initier l'autre à une langue et une culture différente. Et là-dessus, je fais un petit aparté qui est important. Quand vous voyez à la fin de la phrase « et initier l'autre à une langue et une culture différente », c'est parce qu'on parle d'un programme d'échange. Donc, ce n'est pas uniquement d'aller apprendre l'espagnol dans un autre pays, mais c'est aussi, et c'est aussi important, de recevoir un élève espagnol ou mexicain chez soi et dans son école et de l'aider à s'intégrer, à bien faire les choses. Parce que surtout quand les élèves partent en premier à l'étranger, quand ils reviennent chez eux après, des fois, ils ont un petit peu tendance à oublier cet objectif-là et on doit leur rappeler sans arrêt parce que l'élève qui arrive après, il a autant le droit de vivre son échange de la même façon que celui qui est parti en premier. Alors ça, j'insiste beaucoup là-dessus, puis je vais insister encore plus, et dans les écoles, c'est la même chose, on insiste beaucoup là-dessus. Donc, s'initier et initier l'autre à une langue et une culture différentes. Alors, la culture, c'est important, elle est différente. Au Mexique, en Espagne, c'est des façons de vivre qui sont différentes et ça permet aux jeunes d'apprivoiser quelque chose de différent. Les heures de repas ne sont pas les mêmes. Le type d'alimentation qu'on mange, ce n'est pas tout à fait la même chose. La scolarité, la façon dont les cours sont donnés, ce n'est pas la même chose. Mettons que c'est plus, comment je pourrais dire, large au Mexique. Hein, c'est une façon beaucoup plus large et je trouve pas le mot, là. Je voulais pas dire élastique, mais quand même. Et puis en Espagne, je dirais que c'est un petit peu plus rigide, peut-être un peu qu'ici. C'est des cours plus magistraux, puis plus bon. Mais c'est une belle façon, c'est une nouvelle façon d'apprendre. Et l'élève, pour lui, ça lui montre que c'est pas partout pareil. Et un des derniers objectifs aussi, c'est de développer son autonomie. C'est entendu qu'à l'âge qu'ils ont, quand ils font cet échange, c'est souvent la première expérience pour un élève d'aller vivre 2 mois, 2 mois et demi loin de sa famille. Et là, évidemment, tu apprends à développer ton autonomie. Quand je dis autonomie, c'est-à-dire que tu ne te caches pas en arrière des autres. Si tu as un besoin, tu vas le demander. Parce qu'il y a un beau dicton qui dit « si tu demandes à rien, tu n'auras rien ». Il y a des jeunes qui arrivent là-bas et qui disent « moi, je ne veux pas demander, je veux faire ce que la famille me propose ». Puis 2 semaines après, ils se plaignent parce qu'ils disent « ouais, mais là, les activités qu'on fait, moi, je ne sais pas tellement ce que j'aime. » Ben oui, mais
Si toi, tu attends que la famille te propose, la famille elle va te proposer les choses qu'elle fait d'habitude. Si toi, tu n'exprimes pas tes besoins, donc il faut apprendre à faire ça. Il faut apprendre à l'école aussi à ne pas se cacher toujours en arrière de son correspondant qui connaît bien l'école pour que lui demande à ta place toutes sortes d'affaires dans son école. Il faut apprendre à le demander par toi-même. Vous n'avez pas nécessairement les mêmes besoins. Alors ça, c'est un objectif important et peut vous garantir que nous, on le remarque quand les jeunes reviennent de l'échange, on voit qu'il y a eu des transformations qui se sont produites très, très souvent. Critères d'éligibilité, je pense que le Juvénat, ils ont leurs propres critères qui doivent ressembler un petit peu à ça aussi, et ils vont vous en parler à un moment donné. On parle de résultats scolaires au-dessus de la moyenne. Ça, c'est des généralités. C'est-à-dire que, évidemment, habituellement, ben, si vous avez un élève qui est en difficulté au niveau scolaire, s'absenter 2 mois et demi de son école, ça peut être dur à récupérer. Mais je ne vous dis pas que ça ne se fait pas. On a déjà vu des élèves qualifiés de moyens dont les écoles nous ont dit on veut qu'il fasse l'échange parce qu'il a les capacités pour le faire, puis effectivement, ça a marché. On n'a pas eu souvent d'échecs, je vous dirais. On dirait maturité sans irresponsabilité, un comportement irréprochable. Vous en allez à l'étranger, il faut que vous représentiez un petit peu votre pays, votre école, votre famille. Donc, évidemment, ce n'est pas le temps d'aller faire des bêtises à l'extérieur. On dit ouverture pour les langues étrangères, en particulier l'espagnol, évidemment. L'élève québécois, on dit, devra avoir suivi au moins 90 heures d'espagnol avant son départ. C'est à peu près la norme qu'on a dans la plupart des écoles. Donc, des élèves ont fait 2 ans ou 3 ans d'espagnol. Maintenant, là encore, c'est un critère qui est large, mais on a vu des élèves, et j'en ai un en mémoire, un ancien élève d'ici, qui a surpris tout le monde, surpris oui puis non, peut-être pas son école, qui est arrivé en Espagne, où quand il a postulé pour aller en Espagne, il voulait aller dans un autre pays qui était plus disponible, il ne savait pas un mot d'espagnol. Il a commencé à travailler ça un petit peu avant de partir, et quand il est reparti d'Espagne, les 4 élèves qui étaient dans cette école-là ont été interviewés à la radio locale, et on n'entendait qu'une seule voix qui parlait, c'était ce jeune-là qui n'arrêtait pas de parler en espagnol, qui répondait à toutes les questions pour tous les autres, tout en espagnol. Alors, des fois, il y a des exceptions comme ça qui fonctionnent, et c'était effectivement le cas de ce jeune. Mais si on veut être à l'aise, parce que si vous ne parlez pas un mot du tout de la langue, vous allez être malheureux longtemps. Il faut au moins être capable de dire le minimum, de demander le minimum. On parle d'une facilité d'adaptation. Hein? C'est sûr que si vous êtes habitué, vous voulez, si le jeune, il veut manger comme chez lui, il veut prendre les repas aux mêmes heures que chez lui, puis on en a qui arrivent là-bas, qui comment ça, on mange à 3 heures l'après-midi au Mexique puis en Espagne, comment ça se fait qu'ils ne mangent pas à midi comme nous autres? Ben non, ils ne mangent pas à midi comme nous autres. Il y a d'autres façons de voir les choses. Alors, si toi, tu n'as pas cette adaptation-là, tu n'es pas ouvert à ça, moi, je dis toujours aux jeunes, le meilleur moyen de vivre exactement comme chez vous, c'est de rester chez vous. Encore plus simple. Également, on veut une possibilité pour la famille québécoise, espagnole ou mexicaine de recevoir convenablement l'élève jumelé. C'est sûr que si vous n'avez pas d'espace, ou on a vu des jeunes qui ont été reçus dans des maisons plus petites ou avec des chambres moins grandes, ça s'est bien passé. Mais dans ce temps-là, si vous n'avez pas la capacité, moi, au moment de, j'aimerais d'abord vous en parler à l'école, puis que vous m'en parliez après, puis au pis-aller, j'irai même visiter, parce que j'ai déjà, moi, accepté des situations comme ça, parce que le reste était vraiment très, très bien, là, si vous voulez. Alors, on dit également que l'élève, au moment du départ, devrait être en 4e ou 5e secondaire. Ça, c'est un peu nos normes. On dit, écoutez, plus jeune, c'est difficile de partir tout ce temps-là. Puis plus vieux, là, c'est mort. Là. 6e année, on n'en a pas ici. On s'arrête en 5e. Les frais sont de 3 sortes. Vous avez des frais d'inscription. Ça, c'est un petit peu notre paye à nous. Là. Ça paye les travaux qu'on fait, l'organisation des échanges, le voyage des accompagnateurs, les frais de déplacement, les frais de jumelage, etc., etc., etc. Bon. Alors, évidemment, cette année, on a augmenté un petit peu nos prix par rapport à l'année dernière parce que, évidemment, le prix des billets d'avion a grimpé en flèche. Et quand on paye des billets pour des accompagnateurs, évidemment, ça remonte un peu les choses. Donc, les frais d'inscription pour l'Espagne cette année, le séjour est un peu plus long, sont de 1 200 $ et les frais de transport sont de 1 000 $. OK? Excusez-moi, et les frais d'inscription pour le Mexique sont de 1 000 $. OK?
Donc, 1200 pour l'Espagne, 1000. Alors, vous expliquez un peu à quoi servaient tous ces frais-là. Ça, c'est pour nous, c'est pour notre compagnie. Vous avez les frais de transport, le billet d'avion. Okay? À titre indicatif, pour vous donner un peu ce que ça coûte, cette année, le billet pour aller en Espagne a coûté un peu plus que 1500 $. On a déjà payé 800, il n'y a pas si longtemps que ça. Et le billet pour le Mexique nous coûte actuellement 1300 $ pour aller au Mexique. Alors, c'est ça qui nous a amené finalement à monter un peu nos prix parce qu'on n'y arrive pas. Et puis, c'est compliqué et on veut essayer de faire les voyages le plus agréable possible, le moins long possible, et puis pour les élèves, et que ça coûte le moins cher possible. Donc, on négocie avec la même agence de voyage. Finalement, il y a des dépenses personnelles. Là, je passe rapidement là-dessus, c'est selon chacun. C'est-à-dire que c'est l'argent de poche, finalement. Il n'y a pas de frais d'hébergement, il n'y a pas de frais scolaires, il n'y a pas de frais de nourriture, puisque c'est un échange. Donc, si vous hébergez, vous nourrissez l'élève mexicain ou espagnol, ben, la famille espagnole ou mexicaine va faire la même chose avec l'élève québécois. Donc là, vous reste déterminé selon la capacité de dépense ou l'envie de dépense de votre enfant, combien vous lui donnez comme argent de poche. On reviendra là-dessus de toute façon si votre jeune est recruté pour les échanges. On vous donnerait davantage de détails sur tout ça. La responsabilité d'échanges culturels et linguistiques et de l'école mexicaine ou de l'organisme Mélanger Échange, qui est l'organisme catalan avec qui on fait affaire, c'est le jumelage des élèves. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes responsables du jumelage des élèves. Des fois, si on a des doutes, on peut demander à l'école des conseils, mais habituellement, c'est nous qui faisons. Moi, quand quelqu'un, une famille me dit, ben nous, on aimerait, parce que son ami va dans telle famille, on aimerait que notre enfant aille dans la famille qui est à côté. On ne peut pas accepter ça. Si ça donne comme jumelage, tant mieux, mais si ça ne donne pas, ça ne serait pas gagnant pour les deux élèves. Ce n'est pas une science exacte. Hein. Des fois, deux élèves pareils, ça marche. Deux élèves pas pareils, des fois, ça marche, et l'inverse. Alors, il y a des choses qu'on regarde, les intérêts des jeunes. Un jeune qui n'est pas du tout sportif, évidemment, ne le jumellera pas avec le champion de l'école d'athlétisme parce qu'il va être malheureux longtemps, mais bon, c'est ce genre de choses. Je n'insiste pas sur le reste parce qu'on va y revenir. On accompagne toujours les jeunes pendant le transport à l'aller et au retour. Un ratio habituellement de 1 pour 10. Hein, actuellement, là, moi, j'ai reconduit les élèves en Espagne avec ma conjointe au mois de septembre. On avait 20 élèves, on était 2. Là, on part au Mexique avec 8 élèves. Je vais les accompagner, moi, tout seul, et je vais aller les rechercher tout seul. Ils sont 8, c'est correct, c'est assez. Ils ont toujours du soutien pendant tout leur séjour. Nous, on est là tout le temps, à distance, mais on est là. C'est-à-dire qu'ils peuvent nous écrire quand ils veulent. Vous avez un service spécialisé dans les échanges dans l'école mexicaine avec, Ana Carmen, qui est responsable de ce service-là, qui est venue ici, que tout le monde connaît très bien, qui est totalement bilingue, qui parle très bien français, et l'organisme Mélanger Échange, donc en Espagne, qui est donc dirigé par Carles Lopez, notre collègue, qui est un ancien prof de français, qui parle un français impeccable aussi. Et dans chacune des écoles espagnoles, il y a un professeur, en général, c'est le prof de français, qui est responsable et qui est le premier répondant des élèves qui sont en échange là-bas. Rapidement, le rôle de l'école, faire connaître le programme, c'est ce qu'elle fait aujourd'hui. Et puis les autres choses, je vous les passe rapidement parce qu'on va y revenir. Puis je ne veux pas retarder mes collègues. Vous allez avoir des rencontres sur lesquelles on va justement préciser toutes ces choses-là, des rencontres préparatoires, qu'elles soient virtuelles comme ce soir ou en présentiel. On verra comment les choses se présentent. Okay? Là aussi, je passe rapidement parce qu'on va y revenir. Il y a des règlements. Si on veut que l'échange se déroule bien, on les a bâtis au fil des années. Ce sont des règlements qui sont bâtis avec nos partenaires, donc qui se ressemblent d'un pays à l'autre. Et évidemment, ça nous permet, nous, de gérer un petit peu les comportements des élèves, soit qui sont ici ou soit ceux qui vont là-bas. C'est important pour nous. On fait de l'éducation avec ces règlements-là. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas de la discipline, c'est de l'éducation qu'on fait. Alors, il y a un dossier complet à remplir pour participer à ces échanges. Vous en aurez les détails quand vous présenterez à l'école, mais il y a plusieurs fiches à remplir afin qu'on soit en mesure, nous, d'accepter l'élève et de pouvoir le jumeler adéquatement.
Alors, vous en aurez donc, si vous êtes intéressé à ce programme-là, vous demanderez à ce moment-là à l'école. Et si votre jeune est choisi, ils vous donneront tout le dossier donc, à remplir. Voilà. Donc, la procédure, effectivement, quand vous aurez le dossier, c'est de le remplir et de l'envoyer à l'école. On fait de plus en plus maintenant les dossiers par informatique. On est tanné de mal lire les adresses, mal lire les numéros de téléphone, puis d'avoir des erreurs quand c'est écrit à la main ou de pas lire du tout parce que c'est mal écrit. Donc, maintenant, tout le monde est à l'aise avec les ordis. Alors, on fait ça comme ça. Voilà. Et donc, évidemment, ils vous donneront les coordonnées de notre compagnie Échange culturel linguistique Québec. Vous pourrez nous rejoindre à ce moment-là pour toute question supplémentaire lorsque vous aurez été recruté ou par votre école. Merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup, M. Lechet. Donc, à mon tour de prendre le relais. Alors voilà. Donc, je me réinstalle ici. Je vais juste Oui. Parfait. Donc, moi, je vous parle un petit peu là, en fait, je vais passer rapidement aussi sur les critères d'éligibilité, puisque M. Lechet en a parlé quand même assez amplement là, par rapport à ce qu'on recherche. Donc, évidemment, là, on cherche des élèves là, qui ont une bonne capacité d'organisation. On a parlé de comportement irréprochable, maturité. Capacité d'adaptation, puis surtout d'être capable aussi d'accueillir l'autre personne. Donc, ça, c'est des choses qui sont importantes pour nous, qu'on va analyser là, dans le dossier là, lorsque l'élève aura remis les dossiers. Puis, on va passer aussi des entrevues. Donc, ça va nous permettre de connaître un petit peu mieux, plus en détail, là, les élèves qui vont vouloir se présenter. Oui. Ah, attends, je pense qu'il manquait juste une présentation de ça. Moi, le point sur lequel je voulais revenir, c'était en fait par rapport aux 90 heures d'espagnol. Ceux qui sont les élèves qui sont dans le programme de langue, là, normalement, vous avez ces heures-là d'accumuler. Donc, pour vous, il n'y a pas une nécessité de faire plus de cours d'espagnol pour soumettre votre candidature. Si vous n'êtes pas dans le programme de langue, bien, tout simplement, c'est de nous montrer là, que vous avez atteint le niveau là, correspondant à ces 90 heures d'espagnol, soit parce que vous avez déjà des connaissances au niveau de l'espagnol, ou soit parce que vous vous engagez à prendre là, des cours à l'extérieur là, du juvénat là, pour atteindre là, ce même niveau-là. Comme M. Lechet l'a mentionné tout à l'heure, l'objectif derrière ça, c'est de vous envoyer dans un pays hispanophone en sachant un peu au moins vous débrouiller en espagnol pour que ça soit plus agréable. Donc, le contact là, avec les gens, avec la culture. Au niveau des résultats scolaires, nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir une moyenne générale de 80 %, puis particulièrement dans les matières mathématiques, donc français, sciences et histoire, donc d'avoir une note autour de 85 % ou plus. Évidemment, si c'est pas exactement les résultats que vous avez, il n'y a pas de problème. Vous pouvez quand même soumettre votre candidature, puis on va analyser là, votre dossier. Mais toujours derrière ça, il y a l'idée qu'on ne peut pas envoyer un élève qui peut avoir des difficultés ou pour qui ça peut être difficile là, de reprendre les matières là, par la suite. J'avais une petite note aussi par rapport au voyage scolaire au Juvénat. Donc, lorsque c'est déjà arrivé qu'on a des voyages scolaires, là, quand je parle de voyage scolaire, là, on parle par exemple des voyages de niveau qu'on a vécu par exemple l'année passée à Washington au niveau du secondaire 4. En fait, c'est particulièrement... oui, c'est ça exactement. On était allé à New York. En fait, c'est qu'à chaque année, normalement, secondaire 4, on a un voyage. Puis si le voyage se déroule au moment où l'élève étranger est ici, en fait, le voyage, techniquement, est aux frais là, de la famille, à moins de s'entendre avec l'autre famille espagnole dans le cas du voyage qui est plutôt en hiver. Donc, en tout cas, c'est un cas plutôt particulier, mais c'est juste un point qu'on voulait soulever puis vous mentionner là, que si jamais vous souhaitez que l'élève étranger qui est à votre charge participe au voyage, bien, en fait, techniquement, il est à vos frais, ce voyage.
passer la prochaine aussi. Puis, je laisse ma collègue, Madame Delisle, vous parler du retour. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, écoutez, quand on parle de retour, qu'on soit allé au Mexique ou en Espagne, bien évidemment, ce que je fais, c'est que je facilite le retour en permettant aux élèves d'avoir une semaine à l'école sans nécessairement assister aux cours, mais bien à prendre contact, c'est-à-dire reprendre les notes, aller chercher les informations, c'est-à-dire la notion qui est pertinente à revoir, travailler en équipe et évidemment reprendre le cours des classes pour être sûr qu'il y a un retour là quand même graduel à la réalité de l'école du Juvena parce que quelquefois après 10 semaines, bien, vous comprendrez que des fois les tâches sont un petit peu plus complexes. Donc, je leur permets d'avoir une salle déterminée à eux où je suis capable là, de passer souvent et de m'assurer que le retour se fait là, comme prévu. Évidemment que nos équipes d'éducateurs sont informés de cette situation-là où je peux avoir quelques élèves qui reviennent après un échange puis qui ont besoin d'un petit coup de main. Évidemment, la récupération du midi, les centres d'aide sont là pour les aider justement à reprendre le collier et terminer l'année. C'est sûr que cette partie-là peut être un petit peu plus stressante, tant pour l'élève que pour les parents, mais c'est un peu le prix de cette expérience-là qui peut arriver une fois ou deux dans un type de parcours comme le nôtre, c'est-à-dire comme celui qu'on offre au secondaire. Donc, évidemment, les enseignants, lors de l'absence de l'élève, bien, vous comprendrez que le bulletin, il y a une mention NE non évaluée et on dépose dans le dossier de l'élève que l'élève a participé à un échange, puisque c'est un échange qui est organisé et sanctionné par l'école. Et pour ceux qui sont en 5e secondaire, qui doivent faire une demande d'admission au cégep le 1er mars de chaque année, bien, cette lettre-là qui spécifie que l'élève a un bulletin à moitié complété, c'est parce qu'il a participé à un échange étudiant. C'est de monnaie courante. C'est sûr que quand on est parent, on ne fait pas ça 10 fois dans le parcours de nos enfants, mais je vous assure, ça se fait bien. Il n'y a pas de difficulté en tant que telle. Mais c'est sûr qu'après 10 semaines d'absence ou 8, bien, vous comprendrez pourquoi on sera peut-être très avisé dans la section, dans la sélection de nos candidats, parce qu'il faut que nos élèves sélectionnés soient capables justement de revenir puis de garder un certain équilibre face à la tâche qui sera demandée. Normalement, à l'intérieur d'un 3 semaines, on est revenu en classe, on fait les travaux normalement, il peut y avoir des petits ajustements, mais normalement, les élèves sont bien au courant de la tâche qui les attend, puis on les accompagne, puis on les encadre dans cette situation-là. Comment s'inscrire? Oui, je laisse la parole à Rachel. Merci Isabelle. Donc, tout simplement, si vous souhaitez vous inscrire, là, vous allez retrouver tous les documents dans le pluriportail. Vous allez dans la section communauté, ressources, puis vous allez avoir un onglet échange linguistique et culturel. Vous aurez donc les documents pour soit le Mexique ou soit l'Espagne. Donc, on vous demande aussi, c'est un point qu'on n'a pas souligné tout à l'heure, mais quand on vous demande en fait, quand vous proposez votre candidature, on vous demande de faire un choix d'une seule destination. Donc, vous ne pouvez pas vous inscrire pour 2 destinations à la fois. Donc, il faut vraiment faire un choix pour l'une ou l'autre, parce que entre autres parce que les documents sont différents. Mais vous allez retrouver là, tous les documents donc dans le pluriportail. Quelque chose à dire tout à l'heure. Oui. Ouais. Ben, vas-y, Ce que je voulais dire, c'est que actuellement, évidemment, je ne vous cacherai pas que c'est plus difficile de trouver des places en Espagne qu'au Mexique. Au Mexique, il y a beaucoup de candidats. On est obligé, même l'école là-bas est obligée d'en refuser régulièrement. Alors cette année, pour nous assurer que tout le monde pourrait trouver son compte, on offre dans notre formulaire pour l'Espagne, il y a un endroit spécifique qui est indiqué que si l'élève n'est pas choisi pour l'Espagne, on lui offre la possibilité de s'inscrire pour le Mexique. À ce moment-là, les fiches se ressemblent, on donnera l'information supplémentaire, mais on permet cette possibilité-là. On ne permet pas l'inverse, c'est-à-dire on ne permet pas à l'élève qui est inscrit au Mexique d'aller vers l'Espagne s'il n'est pas choisi parce qu'il va être choisi. Ça ne nous est jamais arrivé actuellement
que le Mexique ne soit pas capable de trouver le nombre de places dont on a besoin, alors que de plus en plus, il est probable que ça arrive en Espagne, parce que les candidatures sont moins nombreuses, les écoles sont plus petites, etc. Alors ça, je vous le dis, c'est spécial, on a mis ça cette année. Donc, ça permet à des jeunes de s'assurer qu'ils vont partir pour une ou l'autre destination. Parfait, merci beaucoup. Et donc, vous avez environ un mois pour compléter votre formulaire d'inscription ainsi que la lettre de motivation là, qui est incluse dans le formulaire d'inscription. On vous demande de déposer votre candidature avant le 18 décembre, donc à Isabelle Delille. Vous pouvez l'envoyer par courriel. Et puis ensuite, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser le tout plutôt au mois de janvier. Je crois que tu peux avancer. Je crois bien que j'avais mentionné ici exactement. Donc, nous, on va faire l'analyse des dossiers. On va passer des entrevues aux candidats qu'on aura retenus, qu'on juge pertinents. Et puis, par la suite, on va faire les rencontres des élèves, autant ceux qui ne sont pas sélectionnés que ceux pour qui le processus va continuer, donc pour s'assurer là, que tout le monde soit rencontré. Puis, si jamais on avait un nombre trop élevé de notre côté de candidats, donc on pourrait passer à une pige au hasard là, des élèves sélectionnés pour savoir qui pourra participer à l'échange. Donc, si le cas... exactement. Si on en a besoin de faire une pige au hasard. Parfait. Il y a peut-être une petite information supplémentaire à vous donner parce que je ne vois pas qu'il y a des questions, mais peut-être qu'elle va arriver un jour. C'est-à-dire combien d'élèves est-ce qu'on sélectionne? Il n'y a pas de chiffre magique. Je vous dirais que dans notre sélection, on doit avoir différents critères, outre celui de sélectionner les bonnes personnes qui sont capables de bien savourer ce type de programme-là. On doit aussi penser à notre logistique école. Donc, on doit être capable d'accueillir des personnes supplémentaires dans nos classes. Vous savez que notre ratio est autour de 36 élèves par groupe classe. Donc, c'est sûr que je ne peux pas me rendre à 38 et à 39 là. Donc, j'essaie de regarder non seulement les candidatures, la qualité de la candidature, mais aussi le jumelage, puisque ce que vous a expliqué Noël, c'est que lorsqu'il y a des élèves mexicains qui viennent chez nous, ben nos élèves qui partent en Espagne ont quitté. Donc, j'essaie de mélanger les deux pour être capable d'avoir des horaires qui se tiennent et un nombre d'élèves par groupe classe qui est respectueux là, de l'offre de service qu'on donne à nos parents. Donc, j'ai pas de chiffre magique. Je peux vous dire que cette année, j'ai 4 élèves qui participent à des échanges, 2 au Mexique, 2 en Espagne. Il y a pas non plus de niveau sélectionné. C'est-à-dire, je priorise pas des élèves de 5e pour l'Espagne puis des élèves de 4 pour le Mexique, pas du tout. On y va vraiment avec la qualité de candidature. Et pour peut-être ceux qui cheminent aussi dans le projet, quand on parle qu'il n'y a pas de frais aux échanges quand on vient à l'école, je veux juste qu'on comprenne bien que il n'y a pas de crédit de scolarité quand votre enfant n'est pas là, mais on ne charge rien de plus quand vous recevez les gens puis qu'on les accueille à l'école, au même titre que pour tous les transports. On ne donne pas de crédit pour le transport scolaire, mais quand l'élève de l'étranger vient chez nous, ben on va vous rembourser les frais de passe d'autobus ou de transport. Au même titre que si l'élève étranger veut faire un parascolaire, on ne le charge pas du tout. Donc, on sait que c'est pour une période qui est quand même assez courte, donc il n'y a pas ce genre de dépenses-là. Et au niveau manuel, uniforme, nous, on prête les choses, donc il n'y a pas non plus à prévoir ce type de dépenses-là. Je ne sais pas si ça faisait le tour, Rachel. Est-ce qu'il y a des questions? Évidemment, on comprend que c'est un processus aussi familial, un échange. C'est bien que notre enfant soit bien intéressé, mais il faut que la famille fasse aussi partie prenante du projet parce que vous aurez à accueillir chez vous un jeune, un enfant de plus pendant quelques semaines. Donc, c'est important que la famille ait le goût de participer à ce genre de projet-là. Il n'y a pas d'autres questions?
Ben, c'est correct, ça veut dire qu'on a été super clair. Écoutez, s'il y a quoi que ce soit, vous savez qu'on peut répondre à vos questions, tant Rachel que moi. Vous savez qu'on est disponible sur le pluriportail ou encore mieux que vos jeunes se présentent à nous et viennent nous poser les questions. À ce moment-là, ben, ça nous fera plaisir là, de répondre. Et évidemment, ben, écoutez, on vous laisse réfléchir, mais vous savez que vous avez quand même une date butoir du 18 décembre. Alors, sur ça, je vous souhaite une excellente soirée, puis merci beaucoup aux gens qui m'entourent, Rachel, Noël, et merci. Est-ce qu'on peut avoir la présentation? Oui, on va vous la faire parvenir. On l'a même enregistrée, Madame Amel, pardon. On va pouvoir vous l'envoyer là dès demain, afin que pour ceux qui n'avaient pas la chance là, de se joindre à nous virtuellement, ben, ils pourront écouter la présentation. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup de votre présence à distance. Bonne soirée.